En biologie, le premier exercice vous présente un gel d'agarose, ici, dans lequel on a fait migrer des échantillons d'ADN. Donc les échantillons ont été déposés ici dans des petits puits, et on a appliqué une différence de potentiel qui a fait migrer les échantillons vers le bas jusqu'à ce qu'on arrête la différence de potentiel. Et on remarque que la vitesse de migration va dépendre de la taille de l'échantillon en question. Donc ici, dans le puits numéro 1, on a un échantillon qui a été traité, alors que dans le puits numéro 2, on a un échantillon qui est brut, donc non traité. L'échantillon traité, on voit qu'il y a cette bande qui apparaît, une bande supplémentaire, qui vraisemblablement vient donc d'une action de l'enzyme EcoR1, puisque la seule différence entre les deux échantillons, c'est que le 1 a été traité par EcoR1. Si cette bande est apparue, c'est qu'elle a été découpée d'un échantillon plus gros, et donc on peut constater que l'échantillon ici, qui est dans le puits numéro 2, il a l'air d'être légèrement plus grand que l'échantillon 1. C'est pas très clair, en tout cas il y a une traînée qui fait que c'est difficile de savoir avec certitude. Mais en tout cas, ce nouvel échantillon qui apparaît est petit. Et donc si on prend cet échantillon-ci qui est de l'ordre de 4000 paires de bases, on rajoute 1000 paires de bases, on sera de l'ordre de 5000. Donc vous voyez qu'entre 4000 et 5000 ici, la graduation n'est pas du tout suffisamment précise pour faire la différence. Et donc cet échantillon-ci a été non traité, aura donc un ADN qui n'a pas été touché, tandis que cet échantillon-là, il a été traité et il y a un nouveau fragment d'ADN qui est apparu. Donc l'enzyme en question, EcoR1, c'est une enzyme qui va découper l'ADN, et de ce fait-là, c'est donc une phosphodiesterase. Donc c'est une enzyme qui va hydrolyser les liaisons phosphodiester qui séparent les nucléotides ou qui relient les nucléotides dans un brin d'ADN. Question 2, on me demande de cocher l'affirmation exacte. La A, lors de la glycolyse, l'oxydation du glucose forme un pyruvate. Alors, il forme du pyruvate, mais un glucose donnera bien 2 pyruvates, pas un seul. Donc, ce n'est pas la réponse A. Les gènes codants pour les enzymes de la glycolyse sont des gènes nucléaires. Effectivement, la glycolyse, c'est un processus qui se passe dans le cytosol, et dès lors, les enzymes qui sont responsables de cette glycolyse vont être des enzymes qui sont synthétisées par le processus habituel de synthèse des enzymes, c'est-à-dire avec de l'ADN dans le noyau, qui va être transcrit en ARN, et puis traduit dans le cytoplasme. Donc la B est la bonne réponse. Là, on va quand même, comme d'habitude, toujours lire les autres propositions. La C, la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale permet une accumulation d'électrons dans l'espace intermembranaire. Donc c'est bien des protons qui sont accumulés, ça forme une différence de potentiel, mais ce n'est pas via des électrons, donc c'est le proton. Et pour la D, les électrons qui parcourent la chaîne de transport des électrons sont finalement cédés à des molécules d'eau. Ils sont cédés à des molécules de dioxygène qui se transformeront en molécules d'eau, mais les molécules d'eau ne pourront pas accepter d'électrons. Donc c'est O2 qui va accepter les électrons à la fin. Donc réponse à la question 2, c'était B. La question 3 nous demande, parmi les séries suivantes, laquelle caractérise correctement une bactérie? Alors, une membrane cellulaire, bien sûr, une paroi, ça aussi, des mitochondries, jamais de mitochondries dans les bactéries. Il n'y a aucun sous-compartiment à l'intérieur du cytoplasme bactérien. C'est un très petit espace qui ne nécessite pas d'être subdivisé. Donc pas de mitochondries, effectivement, pas de ribosome. S'il n'y a pas de ribosome, la bactérie n'est pas fonctionnelle, elle ne peut pas synthétiser les protéines. Pas de membrane, pareil, c'est pas possible de ne pas avoir de membrane autour d'une cellule. Des ribosomes, effectivement, pas de mitochondries, même si la bactérie est aérobie, ça c'est vrai. Une paroi, donc ça c'est la bonne réponse, la bonne combinaison d'informations. Une paroi, en effet, pas de noyau, en effet, pas de ribosome, ça c'est impossible pour une bactérie fonctionnelle. Donc la réponse à la question 3 était C. La question 4 nous présente un individu hétérozygote pour 3 gènes, A, B et C. On nous dit que les gènes A et B sont sur un seul chromosome, alors que C est sur un autre chromosome. Et on me demande combien de gamètes différents cet individu pourrait former. S'il y a un crossing over, A et B ne sont pas strictement liés, c'est-à-dire que je pourrais avoir grand A avec grand B, ou grand A avec petit A avec grand B, petit A avec petit b. Et donc si les gènes ne sont pas liés, alors j'aurai simplement
2 puissance le nombre de gènes hétérozygotes pour trouver le nombre de gamètes possibles. Nombre de gamètes, 2 exposant nombre de gènes hétérozygotes. Donc ça, c'est valable si les gènes ne sont pas liés, ou en tout cas ne sont pas liés strictement, qu'il y ait un crossing over entre les gènes. Donc, 2 puissance 3 gènes ici, ça fait 8 gamètes possibles, à condition qu'il y ait crossing over. Donc c'est 8 s'il y a crossing over, parce que s'il n'y a pas crossing over, il n'y en aura que 4, puisque les 2 gènes qui sont sur le même chromosome, A et B, seront considérés comme toujours associés l'un avec l'autre, et donc c'est comme s'ils ne constituaient qu'un seul gène. Donc réponse D pour la question 4. La question 5 de bio est une question de traduction, où on vous donne un ARN messager, et on vous demande la séquence en acides aminés possible à partir de cet ARN messager. Donc l'ARN messager ici n'est pas dissocié, distingué, séparé en codons. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas si on va devoir commencer à lire au premier, au deuxième, au troisième nucléotide. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, pour savoir comment fabriquer la séquence en acides aminés, on va devoir chercher l'initiateur, le codon start, AUG, et calculer à partir de là quels seront les acides aminés qui seront intégrés. Donc on commence avec le AUG qui est ici. Ensuite on a CAA qui correspond à la glutamine. Donc on commence avec méthionine, glutamine. Ensuite on a UGC. UGC, ça c'est la cystéine. Et puis on aura UGA qui est stop. Donc ça veut dire qu'après la cystéine on s'arrête. Et ça correspond à la série B. Petite remarque par rapport à ces brins d'ARN messager, ils vont être lus par le ribosome de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Ici, il était donné dans le bon sens. Si on vous le donne dans l'autre sens, faites bien attention à commencer à lire du côté 5'. Dans la question 6, on vous présente un dessin et on vous demande ce qu'il représente. Alors quand vous voyez des chromosomes appariés, ça veut dire qu'on est en méiose 1. Les chromosomes appariés, c'est exclusivement visible en méiose 1. En mitose, ils ne sont pas appariés. Donc ici, première division de méiose, en fait la seule possible, c'est la B. On est sur une première division de méiose pour une cellule de n égale 8, et les chromosomes sont bien appariés, et on a bien un total de 8 chromosomes qui sont présents par paire. Donc ça correspond tout à fait à la proposition B. La question 7 vous présente un arbre généalogique dans lequel on vous dit que dans le monde, les hommes sont nettement plus souvent touchés que les femmes. Ça, c'est un indice très net qu'on se retrouve face à quelque chose qui est X, lié à X et récessif. Alors, les maladies liées à X et récessives ont des caractéristiques très claires. Les hommes sont bien plus souvent touchés que les femmes. Et alors, on a aussi comme caractéristique que les femmes malades vont être représentatives dans l'analyse parce qu'elles auront d'office un père malade et tous leurs fils qui sont malades. Ici, il n'y a pas de femme malade, donc ça ne nous intéresse pas directement de savoir ça, mais c'est une information qui vaut la peine d'être retenue. Donc, pour pouvoir répondre à la question, la probabilité pour le couple de la génération 4, donc ce couple-ci, d'avoir un enfant malade, déjà, je sais que le père, vu son phénotype, il a un génotype X malade Y. Maintenant, la question, c'est quel est le génotype de la mère? Alors, pour le génotype de la mère, tout ce que je sais, c'est qu'elle a au moins un X normal. Donc, je vais noter X. Et puis, pour l'autre X, je ne sais pas. Donc, pour avoir des informations, il va falloir que je remonte à ses propres parents. Son père est sain, donc il lui a donné un X sain d'office, ce qu'elle avait forcément puisqu'elle n'était pas malade. Sa mère est porteuse. Comment je sais qu'elle est porteuse? Je sais qu'elle est porteuse parce qu'elle a un père malade et un fils malade. Donc ce père et ce fils, ils ont tous les deux hérité du chromosome X maternel.
Donc le père a transmis son chromosome X, la mère a transmis son chromosome X à son fils, et donc c'est le chromosome X malade de cette femme qui peut ou non avoir été transmis à la descendance. Donc ici, je vais avoir une chance sur 2 que la maman soit porteuse saine. Si la maman est porteuse saine, alors elle peut transmettre un X malade. Pour avoir un enfant malade, il faut qu'il y ait au moins un X malade si c'est un garçon, donc que la mère soit malade, et qu'elle transmette son allèle, et les 2 X malades si c'est une fille. D'accord? Mais ici, en fait, le rôle qu'aura le père, c'est de donner soit un X malade, soit un Y. Si le père donne X malade, mais c'est la mère qui va déterminer si la fille sera malade ou pas, et si le père donne Y, c'est de nouveau la mère qui va déterminer si le fils sera malade ou non. Je peux refaire une petite grille de punette si ça vous rassure. N'hésitez pas à faire une petite grille comme ça. Et regardez les situations dans lesquelles vous allez trouver un individu malade. Donc ici, on aura X malade, ce sera un individu malade. On aura X malade, Y, ce sera un individu malade aussi. Tandis qu'en bas, on aura X malade, X et XY. Donc ici, on aura des individus malades. Donc c'est une chance sur 2 d'être malade si la maman transmet cette allèle malade. Or, elle a 50% de chance de transmission, donc ça correspond aux 50% de malades. Mais comme elle n'avait que 50% de chance de posséder cet allèle, on peut conclure qu'il y a 25% de chance donc il y a donc 25% de chance que l'enfant soit malade, quel que soit son sexe, qu'il soit mâle ou femelle, ne change rien à la probabilité. On voit bien dans l'arbre ici que quand la mère est porteuse et que le père est malade, le sexe n'a pas d'influence. Quand c'est un garçon, c'est une chance sur 2. Quand c'est une fille, c'est une chance sur 2 aussi. Donc on est sur la réponse A. L'exercice 8 est un exercice de groupe sanguin. On dit qu'une femme de groupe sanguin A a une fille de groupe sanguin A également. Donc la maman lui a transmis un allèle qui est soit A, soit O, et la fille est de groupe sanguin A. Et donc le père a dû transmettre soit A, soit O. Si la mère elle est de groupe sanguin A, elle peut transmettre le A, mais elle peut aussi transmettre un O si elle est hétérozygote. Donc la mère, elle est AA ou AO. Ça veut dire qu'elle transmet soit A, soit O. Si elle transmet A ou O, ben il faut que le père transmette A ou O aussi. Et transmettre A ou O pour un papa, ben ça veut dire que le papa porte soit A, soit O. Et porter soit A, soit O, ben c'est le cas de n'importe lequel des groupes sanguins. S'il est AB, il porte A, s'il est B, il peut être hétérozygote et porter O. Donc tous les groupes sanguins portent soit A, soit O. C'est la réponse D. Dans l'exercice 9, on vous parle d'Azola, une fougère aquatique, qui est une fougère très particulière parce qu'elle fait une symbiose mutualiste avec des bactéries du genre Anabaena qui vont fixer l'azote et ainsi fournir les composés azotés dont la fougère a besoin. Donc, ce sont des cavités sous les feuilles qui abritent les cyanobactéries, ce qui donne un avantage aux cyanobactéries. Et Anabaena, comme je le disais, reçoit les composés organiques azotés produits par Anabaena. Donc, ils ne sont pas commensaux, ils sont symbiotiques, d'accord? N'oubliez pas qu'on demande ce qui ne peut pas être déduit du texte. Donc, ils ne sont pas commensaux, ils sont symbiotiques, ils sont mutualistes, pas juste symbiotiques.
Anabena est bien procaryète puisque c'est une cyanobactérie, donc ça c'est correct. La présence d'azola peut provoquer une eutrophisation du milieu. Si azola fixe l'azote, azola est effectivement potentiellement une source d'eutrophisation, puisque ça va être une source d'azote dans les milieux aquatiques. Donc ça c'est correct. Et azola réduit le développement de la faune aquatique environnante. Ça on peut le déduire du fait que azola empêche la lumière du soleil de pénétrer la masse d'eau. Donc ça va avoir un effet sur le développement des algues subaquatiques. Et surtout aussi que ça réduit la vitesse à laquelle l'oxygène se dissout dans l'eau. Et dans ce cas-là, on va avoir des eaux qui sont très pauvres en oxygène et qui donc vont réduire fortement la capacité des animaux à se plaire dedans. Donc ça va réduire le développement de la faune aquatique environnante. Donc ça aussi, c'est correct. C'était la réponse A. Enfin, l'exercice 10 vous présente une expérience qui a été effectuée sur des drosophiles. On vous dit que la couleur des drosophiles est sous contrôle génétique, que la fréquence dans la population initiale c'est 85%, pour le phénotype gris qui est dominant. Et on vous dit que la fréquence de l'allèle noir c'est 39%. Alors faites attention qu'ici on vous présente la fréquence du phénotype et que là c'est la fréquence de l'allèle. C'est pour ça que les deux valeurs ne vont pas totaliser 100%, puisque la fréquence du phénotype n'est pas la même que celle de l'allèle dans la population. Ensuite, on laisse les populations se reproduire pendant 5 générations. Et après, on mesure la fréquence du phénotype gris dans les 100 populations. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans 98% des cas, 98 vivariums sur les 100, la fréquence du phénotype gris est très proche de la fréquence initiale, entre 80 et 90%. On voit qu'il y a quand même une variation, on n'est pas exactement à 85, on est entre 80 et 90%. Et on voit aussi qu'il y a 2 vivariums qui présentent une fréquence inférieure à 70%, donc largement inférieure. Si ces vivariums étaient standardisés, qu'ils avaient donc tous les mêmes conditions, il n'y a aucune raison que la sélection ait joué dans 2 vivariums sur 100 seulement. Donc on n'est pas du tout sur une sélection naturelle, ce sont des vivariums qui sont fermés, donc des vivariums pour l'élevage des drosophiles, si vous laissez ouvert, il y en a partout, donc évidemment ce sont des vivariums fermés, il n'y aura pas de migration qui influence les fréquences des allèles dans la population. La dérive génétique, ça c'est très plausible, puisqu'on va avoir une situation où on a des populations raisonnablement petites, c'est pas forcément minuscule, mais dans un vivarium, vous n'allez pas mettre des millions d'individus. Donc si la population est petite, la dérive génétique va avoir un effet beaucoup plus marqué. Et d'autre part, on va quand même regarder sur quelques générations, et il n'y a qu'une toute petite fraction des vivariums, donc des situations dans lesquelles on a quelque chose de différent de ce qu'il y avait au départ. Et donc ça, c'est très réaliste, c'est comme si vous tirez 100 fois à pile ou face, vous vous attendez à avoir 50 piles, 50 faces, mais il pourrait très bien y en avoir 52 et 48. Donc là, on est sur un phénomène de dérive génétique où il y a une petite modification qui a été observée dans un très petit nombre des vivariums, donc des expériences qui ont été effectuées. La mutation, il n'y a pas de raison que cette mutation se soit reproduise encore une fois dans 2 vivariums et ait été sélectionnée positivement, donc pour que le phénotype gris soit beaucoup moins abondant. Bien, en chimie, la première question vous demande, parmi les affirmations suivantes, combien sont fausses? Faites bien attention quand vous lisez les questions, c'est très très fréquent qu'il y ait des erreurs de lecture. Donc ça, c'est des erreurs que vous pouvez vraiment éviter facilement. Alors, le nombre de masses d'un atome définit son isotope. Ça, c'est correct. Le nombre de masses d'un atome, c'est le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau, et ce nombre de nucléons correspond exactement à l'isotope de l'élément considéré. Donc ça, c'est juste. La masse atomique relative est une moyenne des masses des différents isotopes présents dans la nature, pondérés par leur fréquence relative. C'est exactement la définition de la masse atomique relative.
Donc la masse atomique, c'est la masse de l'atome en moyenne. Quand on tire un atome au hasard, on s'attend à avoir une certaine masse. S'il y a plusieurs isotopes, il arrive qu'on ait une masse supérieure, il arrive qu'on ait une masse inférieure. On fait donc une moyenne pondérée par la fréquence, de manière à ce que, en général, dans un échantillon, il y ait exactement une masse moyenne qui correspond à la masse atomique relative. Donc ça aussi, c'est correct. Et le numéro atomique, Z, correspond au nombre d'électrons d'un atome. Effectivement, un atome, c'est non chargé, ça aura toujours exactement autant d'électrons que de protons, et puisque Z vous donne le nombre de protons, ça vous donne aussi le nombre d'électrons de l'atome. Quand c'est un ion, évidemment, le nombre d'électrons changera, mais ici, on vous parle d'un atome et donc pas d'un ion. Donc les trois questions sont correctes, ça veut dire qu'il n'y a aucune affirmation fausse. Deuxième question de chimie, on vous dit que 7 mg de lithium sont dissous dans 1 litre d'eau. Alors 7 mg de lithium, c'est Li, le lithium. Quand vous avez une équation chimique ou une réaction chimique qui vous est présentée, écrivez toujours l'équation. Ça vous aide à savoir quelles sont les proportions relatives des différents intervenants. Sont dissous dans l'eau, donc avec de l'eau. Et on sait que les alcalins, quand on les met dans l'eau, ils vont réagir assez brutalement pour former l'hydroxyde de l'alcalin correspondant et libérer de l'hydrogène. Mais du coup, il faudra mettre un demi ici, et vous mettez un 2 devant les autres. D'accord? Donc ça, c'est la réaction type des métaux alcalins dans l'eau qui vont libérer un hydroxyde alcalin et du dihydrogène. Si j'ai 7 mg de lithium, ça correspond à 7 10-3 grammes divisé par la masse molaire du lithium qui est 7. Donc ça fait 10 exposant moins 3 mol. Ça veut dire que, par conséquent, je vais produire la moitié. Donc on produit un demi 10-3 mol de H2. Et puisqu'on est en condition normale, on va faire que le volume, c'est N fois Vm, avec un volume molaire qui est de 22,4 litres. Donc ici, je vais avoir 22,4 litres fois 10-3, donc 22,4 millilitres fois 1 demi, donc ça fait 1 demi fois 22,4 millilitres. La moitié de 22,4, c'est 11,2 millilitres. On est sur la réponse A. Pour la question 3, on vous présente le nitrate de chrome 3 hydraté, un solide qui a une formule CrNO3 3 fois XH2O. Et on vous dit qu'il y a 40,5% en masse de l'eau. On vous demande du coup de déterminer la valeur de X. Pour celle-là, j'ai deux manières à vous présenter, à vous proposer. Alors, la première manière, c'est de d'écrire et de dire que si mon CrNO3 3 fois XH2O, on me dit que les XH2O, c'est 40,5% de la masse molaire totale. Je peux donc en déduire que mon CrNO3 3 fois, ça fera 59,5% de la masse molaire totale. Or, je sais que le CrNO3 3 fois, si je calcule la masse molaire, j'aurai 238 grammes par mol. Si les 238 grammes par mol, c'est 59,5% de la masse molaire totale, je peux dire que la masse molaire totale, elle vaut 238,5 divisé par 0,595. Et si vous bricolez un petit peu, vous allez vous rendre compte que 59,5 rentre exactement 4 fois dans 238,5, et donc vous allez avoir quelque chose qui vaut 400 grammes par mol. Si la masse molaire totale c'est 400, et que la masse molaire du chrome, enfin du nitrate de chrome, c'est 238, ça veut dire que ici il reste 400 moins 238,
donc 162 grammes par mol. Et puis il suffit de faire 162 divisé par 18, la masse molaire de l'eau. 162 divisé par 18. Ce qui fait 9. Et donc ça, c'est la valeur du petit x. X égale 9. C'est la réponse D. L'autre manière de présenter, de faire les choses, c'est de travailler avec la méthode classique, qui est, on vous présente une proportion en pourcentage. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez 100 grammes. Sur les 100 grammes, il va y avoir 59,5 grammes de sel, donc mon CrNO3 3 fois, ce qui correspond, puisque la masse molaire, je vous rappelle, elle vaut 238 grammes par mol. Quand je fais masse sur masse molaire, je trouve N égale 1 quart de mol. S'il y a 59,5 grammes de mon sel, il y a aussi 40,5 grammes d'eau. Quand je divise 40,5 par 18, donc je peux multiplier mon 40,5 par 2, ça fait 40,5 fois 2, ça fait 81 divisé par 2 fois 18 du coup, et 81 sur 18, ça fait juste 81 sur 9, ça fait juste 9. Et donc vous allez avoir que votre N ici, il vaut 9 quarts de mol. Donc pour 1 quart de mol de sel, j'ai 9 quarts de mol d'eau, donc là aussi je trouve X égale 9. Dans la question 4, on vous présente un alliage vanadium-molybdène avec 32% en masse de molybdène. Et on vous demande la fraction molaire en molybdène exprimée en pourcent. Alors ça c'est un peu inhabituel, mais il n'y a pas de raison de ne pas l'exprimer en pourcent. Et on vous dit que c'est dans un échantillon de 300 grammes. La fraction molaire sera la même, quel que soit l'échantillon que vous choisissez. Ici, si on vous dit dans un échantillon de 300 grammes, ça peut être pertinent d'utiliser 300 grammes comme information de départ. Si je prends 300 grammes, ça veut dire que dans mes 300 grammes, il y a 32% de molybdène, soit 96 grammes de molybdène. Et il y a aussi le reste, donc 204 grammes de vanadium. Le vanadium, c'est V. Quand je vais chercher les masses molaires, la masse molaire du molybdène, elle vaut 96 grammes par mol. Donc si j'ai 96 grammes, j'aurai exactement une mol. Et la masse molaire du vanadium, elle vaut 52 grammes par mol. 51 grammes par mol, pardon. Et donc 204 divisé par 51, ça fait exactement 4 moles. Si on vous demande la fraction molaire en molybdène, donc le X de MO, ce sera le N de MO sur le N total. Le nombre de moles de molybdène, c'est 1. Le nombre de moles total, c'est 1 plus 4. Donc j'aurai 1 cinquième, ou 0,2, ou 20%. C'est la réponse A. Bien, question 5. On vous dit qu'un antibiotique vendu en pharmacie doit être reconstitué en ajoutant 50 ml d'eau à 10 ml d'une solution concentrée à 30 mg par millilitre. Alors 30 mg par millilitre, c'est la concentration initiale, 30 mg par millilitre, ce qui revient à dire que c'est 30 grammes par litre. Si au lieu d'un millilitre, vous prenez 1 litre, au lieu d'avoir 30 mg, vous aurez 30 grammes. Si j'ai 30 grammes par litre, que mon volume initial c'est 10 millilitres, et que mon volume final c'est 60, puisque j'ai ajouté 50, ici j'ai un rapport x6, ça veut dire que j'ai dilué 6 fois. Si on dilue 6 fois, ça veut dire que ma concentration finale, elle vaudra
1/6 de la concentration initiale. Donc 30 sur 6, ça fait 5 grammes par litre. Réponse C. La 6e question vous parle du sélénium, un oligoélément que vous devez consommer. Et on vous dit que la dose journalière recommandée, c'est 40 microgrammes. On vous demande à combien d'atomes ça correspond. Donc, dans un premier temps, on va transformer les masses en moles avec la masse molaire. Et dans un deuxième temps, on transformera les moles en nombre de molécules avec le nombre d'Avogadro. Donc, première étape, la quantité de matière, ce sera masse divisée par masse molaire. Donc ici, j'ai 40 divisé par 79, et c'est 40 microgrammes, donc 40 fois 10 puissance moins 6. Alors 40 sur 79, ça fait à peu près un demi de 10 moins 6. Ensuite, je cherche mon nombre d'entités là-dedans. J'aurai n fois Na. Et donc mon n fois Na, ça fait 1 demi, 10 moins 6, fois 6, 10 puissance 23. 1 demi fois 6, ça fait 3. 10 moins 6 fois 10, 23, ça fait 10 exposant 17. Alors c'est pas exactement ça, mais il va y avoir une toute petite nuance qu'on ne va pas du tout insérer ici dans les informations qui sont données, puisque ça va changer 1 sur 80. 1 sur 80, on est presque à 1%, donc on sera à 3,0 quelque chose. C'est la réponse D. Dans l'exercice 7, on nous dit que fortement chauffé, le nitrate de lithium se décompose avec une certaine réaction et on nous donne la pression totale une fois l'équilibre atteint. On nous demande de calculer la constante d'équilibre, Kp manifestement, puisque dans les 4 propositions, il écrit Kp. Mon Kp, il va se définir ou se mesurer à partir d'une pression partielle des différents réactifs gazeux à l'équilibre, et donc ça concerne NO2 et O2 ici. Mon LiNO3 et mon Li2O sont tous les deux solides, donc peu importe leur quantité. Ce qui m'intéresse, c'est donc à l'équilibre, je ne m'inquiète pas de LiNO3, je ne m'inquiète pas de Li2O. Par contre, pour le NO, j'aurai 4 fois une certaine valeur X que je ne peux pas définir. Et en tout cas, pour l'oxygène, j'aurai juste ma valeur X. Si la pression totale qui vaut la pression NO plus la pression O2, ça fait donc 4x plus x ou 5x. Si cette pression totale est égale à 2,5 atmosphères, je peux en déduire que x vaut 0,5 atmosphères. Donc je sais que la pression NO, elle vaudra 2 atm, et que la pression O2, elle vaudra 0,5 atm. À partir de ce moment-là, il me reste à exprimer la constante Kp. Kp, c'est la pression NO puissance 4 fois la pression O2. Donc j'aurai 2 puissance 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 2 puissance 3 ou 8. C'est la réponse D. La question 8 est une question d'acide-base, puisqu'on vous donne une table de pKa et qu'on vous demande de déterminer quel sel aura un comportement basique en solution. Alors ici, quand vous regardez la table acide-base, on peut constater que si on cherche une base active, il n'y a que ceux-là qui seront effectivement basiques en solution. Ici, on est dans des inertes ou bases inactives, puisque l'acide correspondant est fort, caractérisé par un pK négatif. Donc, ce que je dois chercher, c'est
une molécule dans laquelle on a un de ces composés-là, un de ces constituants-là qui est présent dans la molécule. Le NaHSO4, quand je le dissocie, j'ai Na+, et HSO4-. HSO4- a un effet acide, mais pas d'effet basique, puisqu'il est inerte. KBr, ça donne K plus Br-, rien d'intéressant. NH4+, est acide. ClO3- est de nouveau inerte. Et NaBRO, ben là, on a le BRO-, qui sera une base faible. Et donc, c'est le seul qui a un comportement basique en solution. Dans la question 9, on me demande de repérer les réactions d'oxydoréduction. Pour les réactions d'oxydoréduction, il y a un truc qui va me permettre de les reconnaître très très vite, ou en tout cas d'en reconnaître certaines très très vite, c'est la présence des corps simples. Si j'ai un corps simple dans une réaction, je peux considérer d'office que c'est une oxydoréduction. Donc ici, l'oxygène, le H2, le Fe sont des corps simples. Donc ça veut dire que 1, 2 et 4 sont forcément des équations redox. La seule qui reste à vérifier, c'est la 5, et je vois qu'il y a aussi I2 dedans. Donc on est clairement aussi sur une redox dans le cadre de la question 5. On est donc sur la réponse A à tous les coups. Corps simple, c'est toujours une redox. Alors il y a des redox dans lesquels il n'y a pas de corps simple. Dans ce cas-là, il faudra chercher les atomes qui n'ont pas le même étage d'oxydation à gauche et à droite. Vérifier dans quelle situation est-ce qu'un atome est associé à plus ou moins d'atomes d'oxygène, par exemple. Enfin, pour la question 10, en chimie, on vous demande de calculer la masse molaire d'une molécule qu'on appelle la Lawson. Donc pour ça, le plus simple, ça va être de calculer de trouver quelle est sa formule brute pour faire les calculs plus rapidement. Donc pour ça, je compte les carbones. Il y en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait donc C10. Puis pour les hydrogènes, j'aurai un hydrogène là, un hydrogène ici, un ici, un là, et un là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas oublier celui-ci. Ça fait H6. Et 3 oxygènes. Donc on a un total de, comme masse molaire, ça fera un total de 10 fois le carbone, 120, plus 6 fois l'hydrogène, 6, plus 3 fois l'oxygène, 48, 120 et 48, 168, et 6, ça fait 174. On est sur la réponse B. La première question de maths était une question d'algèbre polynomiale. Il fallait trouver la somme du carré de chacune des racines d'un certain polynôme fixé, donc le polynôme étant ax carré plus bx plus 2. Il existe deux possibilités de résolution pour cette question. Voici la première. Alors, cette résolution se base sur l'information que la somme des deux racines d'un polynôme du second degré, donc x1 plus x2, est tout simplement égale à moins b sur a, donc fatalement, c'est l'opposé du deuxième coefficient, donc le coefficient de x divisé par le coefficient de x carré, et que le produit des racines du polynôme du second degré, donc x1 fois x2, est égal à c sur a. Ici, dans ce problème, on sait que la constante c vaut tout simplement 2. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces deux informations pour réussir à résoudre ce qu'on nous demande? Eh bien, en réalité, pour arriver à former du x1 au carré plus x2 au carré, eh bien, il n'est pas surprenant d'essayer d'élever au carré la somme des racines. Lorsque nous élevons au carré la somme des racines, que nous élevons x1 plus x2 au carré, eh bien, nous obtenons, sans grande surprise, x1 au carré plus x2 au carré, comme nous l'espérions, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le plus 2 x1, x2. D'accord? Ceci n'est pas désiré dans l'expression que nous cherchons à calculer. Donc, il faut tout simplement le soustraire tout simplement à l'élévation au carré de cette somme
pour réussir à retrouver ce que nous voulions. Et effectivement, x1 fois x2, on a une manière de l'évaluer puisqu'on sait que c'est équivalent à c sur a. Donc si nous retrouvons une façon de faire tout simplement x1 plus x2 élevé au carré moins 2 fois le produit de x1 et de x2, nous retomberons exactement sur l'expression qui nous est demandée. Or, si je remplace ceci avec les valeurs théoriques que j'ai données ici au-dessus, nous avons tout simplement moins b sur a qui est élevé au carré, puisque moins b sur a vaut la somme des racines, moins 2 fois le produit des racines, donc moins 2 fois c sur a. Si maintenant je prends les valeurs qui sont données dans l'énoncé, ou simplement les paramètres qui sont donnés dans l'énoncé, je vais retomber donc en élevant au carré la fraction ici à gauche, b carré divisé par a carré, et alors je vais avoir moins, alors le c étant égal à 2, eh bien je vais avoir 2c sur a, ça va tout simplement me donner 4 sur a. Pour retrouver une expression qui puisse être équivalente à ce qu'on nous a donné dans l'énoncé, il faut tout simplement que je place sur le même dénominateur ce que j'ai trouvé, et donc je vais retrouver b carré moins 4a sur a carré. Et ceci correspond à la réponse C. Dans le deuxième exercice, il était question de trouver le ou les points d'intersection des asymptotes de la fonction suivante. Les asymptotes en question sont des asymptotes obliques, verticales ou horizontales. Pour savoir si on a affaire à une asymptote oblique ou horizontale, il va falloir trouver la limite en infini. Alors la limite en infini de la fonction suivante, c'est une limite relativement simple à calculer, puisque la limite de f lorsque x tend vers l'infini, c'est tout simplement la somme des limites de la première partie de la fonction, donc 3 moins x sur moins 2x carré plus 4x plus 6, plus la somme de la limite de 1. Or, la première partie de la fonction est tout simplement une fonction rationnelle avec un polynôme du premier degré divisé par un polynôme du second degré, et une limite de ce type de fonction tend systématiquement vers 0 lorsque lorsque la fonction tend vers l'infini. Alors, ensuite, il nous reste tout simplement la limite de 1 en l'infini, mais ceci n'est pas dépendant de x, et donc on va simplement avoir 0 plus 1. Et donc on a une limite en l'infini de la fonction qui tend vers 1. On aura la même valeur pour la limite en moins l'infini. Et donc on peut conclure que cette fonction possède une asymptote horizontale d'équation y est égal à 1. Nous avons déjà donc la première asymptote. On a aussi éliminé le fait que cette asymptote soit oblique. Ensuite, pour retrouver le ou les éventuelles asymptotes verticales, il va falloir trouver les points qui ne sont pas compris dans le domaine de définition de cette fonction. Pour calculer le domaine de définition de cette fonction, il faut tout simplement trouver les racines du dénominateur de la fraction qui est donnée ci-dessus. Alors pour retrouver les racines de ce dénominateur, je vais simplement résoudre cette équation-ci. Donc je vais retrouver moins x carré plus 2x plus 3, donc je vais simplement diviser par 2 tous les termes, c'est faisable pour retrouver ceci, qui doit être égal à 0. Donc je vais utiliser la méthode de delta. Donc je vais retrouver b carré 4, moins 4 ac qui va me donner donc au total plus 12, et je vais retrouver un delta qui est équivalent à 16. Ce qui veut donc dire que les racines de ce polynôme sont équivalentes à quoi? Je vous rappelle qu'on a bien moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Moins b, on va avoir du moins 2, plus ou moins racine de 16, donc plus ou moins 4, sur ben, moins 2, tout simplement. Alors, moins 2, moins 4, ça me donne moins 6, et moins 6 sur moins 2, ça me donne 3. Et sinon, on a moins 2 plus 4 qui me donne 2, sur moins 2, ça va me donner moins 1. Donc, nous avons les deux valeurs qui annulent le polynôme au dénominateur de la fonction. Maintenant, pour savoir si nous avons effectivement une asymptote verticale en ces points, il faut évaluer la limite de la fonction en 3 et en moins 1. Alors, la limite de la fonction en moins 1, qu'est-ce qu'elle me donne? Hop. Nous avons donc une fonction qui va me donner 4 sur... Alors, attendez, je vais plutôt écrire ça correctement. On va avoir donc la limite de f en x qui tend vers moins 1, qui me donne 4 sur 0. D'accord? Et ce qu'on sait, c'est que de toute façon, cette limite, bon, ici elle n'existe pas, puisqu'on va avoir à gauche et à droite des infinis de signes différents, mais on sait que cette limite tend vers un infini. Je vais l'écrire de manière assez vulgaire, mais on va avoir
plus ou moins l'infini. Et donc on a la confirmation que cette fonction possède une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. Par contre, lorsqu'on vérifie la limite de la fonction lorsque x tend vers 3, qu'est-ce que l'on constate? On constate que on va avoir une forme indéterminée pour la première partie de la fraction. Donc on va avoir du 0 sur 0 plus 1. Et si vous poursuivez ce calcul-ci donc de manière un peu plus précise, soit en factorisant, soit avec une méthode de L'Hopital par exemple, eh bien vous allez tomber sur une valeur réelle. Ici, je vais indiquer le fait qu'on tombe sur un réel. Et si on tombe sur un réel, eh bien on a la confirmation que, en fait, en 3, la fonction ne possède pas une asymptote verticale, mais elle possède bien un point creux. Donc, l'unique point d'intersection pour les deux asymptotes que possède cette fonction, c'est le croisement entre l'asymptote verticale d'équation x égale à moins 1 et l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1. C'était donc la réponse A. La troisième question de ce questionnaire concernait une question de géométrie vectorielle. On nous demandait de trouver une expression équivalente au calcul donc, du vecteur CD auquel on retire le vecteur BA sur base d'une forme géométrique donnée. Et nous avions 4 propositions. Alors, voici comment est-ce que je vous propose de résoudre cet exercice. Alors, la première chose à faire, qui, selon moi, simplifie un petit peu la chose, c'est tout simplement de se rappeler que lorsque on soustrait un vecteur, cela revient à additionner le vecteur opposé à celui-ci. Donc, l'expression initiale, si on change en tenant compte de ce que je viens de vous dire, on va retrouver donc CD plus AB et non plus moins BA. Ensuite, je vais tenter de réexprimer ces vecteurs sous forme de composition d'autres vecteurs que je vais pouvoir retrouver dans la forme précédente. Alors, cette forme CD, comment est-ce que je peux la reformer avec d'autres vecteurs? Il y a différentes propositions. Je peux passer d'abord par le point B, donc en faisant CB, puis en revenant de B vers D, donc CB plus BD. Je pourrais aussi passer de C vers A, donc faire CA plus AD, ou trouver éventuellement d'autres propositions en faisant CB plus AB, plus BA, pardon, plus AD. D'accord? Ici, la variante que je vais utiliser pour réexprimer CD, c'est bien la variante CB plus BD. Parfois, il faut éventuellement réessayer avec d'autres propositions pour retomber sur ce qui nous intéresse. Et donc, le CD, je vais tout simplement réexprimer comme étant CB plus BD. Ensuite, il reste le vecteur AB. AB est aussi réexprimable de différentes manières au sein de cette forme géométrique. D'accord? Je peux passer par le point D, donc faire AD plus DB. Je peux passer par le point C, donc faire AC plus CB. Ou je peux aussi passer par le point D et C, et donc faire AD plus DC plus CB. Ici, l'expression que je vais conserver, c'est l'expression AD plus DB. Alors, une fois que je suis retombé sur l'expression suivante, donc AD plus DB, normalement, il doit y avoir quelque chose qui vous saute un petit peu aux yeux. En tout cas, en relisant correctement cette expression-ci, vous devriez tiquer parce que vous voyez apparaître du BD plus DB. Or, BD et DB sont par essence deux vecteurs opposés. Et lorsqu'on additionne deux vecteurs opposés, eh bien, on obtient un vecteur nul. Ce qui veut donc dire que je peux tout simplement les retirer de mon expression. Et si je les retire de mon expression, j'obtiens CB plus AD. Or, CB plus AD correspond parfaitement à la proposition C des solutions. Dans l'exercice 4, on nous demandait de trouver l'équation d'une tangente à la fonction moins 2 ln de 3x au point d'abscisse x égale à 1 tiers. Alors plutôt que d'utiliser une formule toute faite qui est parfois mal mémorisée par les étudiants, je vous propose simplement de faire une série d'étapes assez simples de réalisation pour retrouver ce qu'on nous demande. Alors, la première étape est tout simplement de trouver le point qui a comme abscisse 1 tiers et qui appartient à la fonction f donnée. Donc on cherche tout simplement f de 1 tiers en réalité. Lorsque je cherche f de 1 tiers, qu'est-ce que je constate? Bien, je constate que j'obtiens moins 2 ln de 1. Or, vous savez que 1 est la racine de tous les logarithmes, et donc on obtient 0 comme image. Ce qui veut donc dire que le point par lequel passe ma tangente, c'est un point qui a comme abscisse 1 tiers et comme ordonnée 0.
J'ai donc le point de ma droite. Il me manque une pente et j'aurai tout ce qu'il me faut pour retrouver l'équation de ma droite. Alors, cette pente, je vais l'obtenir à l'aide de la dérivée de cette fonction. Lorsque nous dérivons la fonction f de x, que je vais noter f' de x, nous obtenons, alors c'est une fonction composée, faites attention à bien tenir compte du 3x, on obtient moins 2 multiplié par 3 multiplié par 1 sur 3x. Autrement dit, nous obtenons moins 2 sur x. Alors, cette dérivée, à quoi est-ce qu'elle va me servir? Eh bien, en réalité, si je prends l'image de 1 tiers par cette dérivée, je vais obtenir la pente de la tangente qui m'est demandée. Donc, je vais chercher tout simplement f' de 1 tiers. Lorsque je cherche f' de 1 tiers, j'obtiens donc moins 2 divisé par 1 tiers, et ça me donne moins 6. J'ai donc le point par lequel passe ma tangente, et j'ai la pente de cette tangente. Alors, la première chose à faire avant de me lancer dans le calcul final de cette équation, eh bien, c'est toujours de réorganiser un petit peu les différentes équations de tangente qui m'ont été données, puisqu'ici, elles ne sont pas données de manière habituelle, avec le y d'un côté et le reste de l'équation de droite de l'autre côté. Si je prends la peine de bien ordonner chacune des équations qui m'a été donnée, eh bien, je vais retrouver en fait qu'il n'y a qu'une seule proposition qui possède une pente moins 6, et c'est la proposition A. Si vous poursuiviez par contre votre étude et vous cherchiez à retrouver l'équation exacte de la tangente, eh bien, il vous fallait retrouver l'ordonnée à l'origine en utilisant donc les coordonnées du point que vous avez trouvé et la pente que vous avez calculée, et vous seriez tombé sur 2. Et ça aurait validé votre réponse, qui est bien donc donnée par la réponse A. La cinquième question nous demandait de résoudre une équation trigonométrique et de considérer ses réponses uniquement entre 0 et 2π. L'équation était tangente de 2 alpha égale à 1. Alors là, il faut se demander, mais quels sont les angles que je connais qui ont comme tangente 1? Si vous avez en tête les valeurs des sinus, cosinus et tangentes des angles remarquables, vous devez savoir normalement que pi sur 4, ou 45 degrés, est l'angle qui a comme tangente 1 que vous connaissez facilement. Mais vous n'êtes pas dupe, et vous vous doutez aussi que pi sur 4, si on rajoute un demi-tour au cercle trigonométrique, donc si on rajoute pi, on va aussi obtenir une valeur qui correspond à un angle qui a comme tangente 1. Donc, je vais pouvoir réécrire en fait sur base de tangente de 2 alpha qui est égal à 1, que en fait 2 alpha peut être égal à pi sur 4, puisque si 2 alpha vaut pi sur 4, j'obtiens bien comme tangente 1. Mais si je rajoute un certain nombre de fois un demi-tour du cercle trigonométrique, donc si je rajoute k fois pi radian, je tomberai toujours sur un angle qui a comme tangente 1 aussi. D'accord? Alors on peut être un petit peu rigoureux et préciser que k appartient à z. Enfin bon, ça c'est pour un certain formalisme. Mais l'idée n'est pas ici de trouver 2 alpha, puisque l'inconnu étant alpha, il va falloir trouver alpha uniquement. Donc, si je veux retrouver alpha, eh bien, ici, je continue d'utiliser l'algèbre que je connais, et je vais simplement diviser chaque membre de l'égalité par 2. Donc, je vais obtenir alpha est égal à pi sur 8 plus k fois pi demi cette fois-ci. Donc, ici, j'obtiens la réponse paramétrique selon k de toutes les valeurs d'alpha qui résolvent l'équation qui m'a été donnée. Par contre, on me demande de considérer uniquement celles comprises entre 0 et 2π, et puis ensuite de les sommer. Alors, la première valeur comprise entre 0 et 2π, c'est tout simplement la valeur lorsque k vaut 0. Donc, la première solution de l'équation d'alpha, c'est tout simplement pi sur 8. Si je rajoute pi demi à cette valeur-ci, alors pi demi, je vous rappelle qu'en huitième, c'est simplement 4π sur 8, je vais obtenir pi sur 8 plus 4π sur 8, donc 5π sur 8. 5π sur 8, je suis dans le deuxième cadran. Ensuite, si je rajoute pi demi, donc je vous rappelle qu'à chaque fois que je rajoute pi demi, je fais un quart de tour, donc je change de cadran, eh bien je vais retomber à 9π sur 8. Et finalement, il me reste encore un dernier quart de tour que je peux faire avant de dépasser le tour complet. Et donc si je rajoute une fois 4π sur 8, je vais retomber à 13π sur 8, et là je suis dans le quatrième cadran. Si je rajoute encore une fois pi demi, eh bien je vais retomber dans
le premier cadran, et donc j'aurais dépassé une valeur totale, une valeur maximale hein, de 2π. Maintenant, si je décide de sommer les différentes valeurs que j'ai notées, je vais retomber à donc pi plus 9π, donc ça fait 10π, plus 13π, donc 23π, plus 5, 28π sur 8. D'accord? Et 28π sur 8, une fois que vous avez simplifié au maximum la fraction, vous allez retomber sur 7π demi. Et ça correspondait à la réponse D. Dans la sixième question, on avait affaire à un problème. Dans ce problème, on nous parlait d'une certaine Sophie qui désirait placer ses économies sur différents comptes pour toucher un certain nombre d'intérêts. Alors, elle nous disait que elle a un compte avec une possibilité de taux d'intérêt de 7%, donc très intéressante, mais sur lequel elle ne peut pas mettre l'intégralité de ses économies. Et donc, elle va devoir mettre le reste des économies sur un autre compte pour lequel le taux d'intérêt est un peu moins intéressant, il est uniquement de 4%. On nous dit aussi que, au bout d'une année, elle a touché 750 euros d'intérêt et qu'elle a placé au total 15 000 euros d'économie. Et donc, sur base de cette information, on nous demande de calculer quelle était la somme maximale qu'elle a pu mettre sur le premier compte. Alors, cet exercice-là, il sera résolu au moyen d'un système d'équations. Alors, la première équation qu'on va pouvoir écrire, il faut d'abord qu'on l'écrive en posant correctement nos variables. Donc, je vais nommer x, en réalité, eh bien, la somme placée sur le premier compte. Donc, c'est montant que je vais dire sur le compte numéro 1. Et puis, y, ça va correspondre au montant placé sur le compte numéro 2. Or, on sait que le montant total vaut 15 000 euros, donc on peut tout simplement décider d'écrire que x plus y, donc les deux montants, ça me donne 15 000. Ok? Ensuite, il y a une autre expression qui est importante, c'est l'expression qui va nous permettre de traduire le fait qu'elle a touché 750 euros de bénéfice. Et donc, ces 750 euros, ils proviennent de où? Bah, ils proviennent en fait du montant qui a été placé sur le premier compte. Et ce montant, eh bien, lorsqu'on ponctionne 7% de ce montant, je vais mettre x fois 0,07, donc ça c'est simplement 7% de x, plus 4% de y, puisque ceux-ci sont en fait les intérêts de chacun des comptes, je vais obtenir 750 euros. Et j'ai donc ici réussi à poser un système de deux équations à deux inconnues qui va me permettre de résoudre l'exercice. Alors, puisque je cherche en réalité à trouver x, donc le montant placé sur le premier compte, eh bien je vais utiliser une méthode de substitution dans laquelle je vais isoler y dans la première équation. Donc si j'isole y dans la première équation, j'obtiens tout simplement y qui est équivalent à 15 000 moins x. Et puis je vais substituer ce y dans ma seconde équation, comme ça j'aurai une équation uniquement avec une seule variable, qui est donc x. Alors lorsque je fais ceci, sur quoi est-ce que je vais retomber? Eh bien je vais retomber sur l'équation suivante. Alors j'ai toujours le 0,07x, et ensuite je vais devoir distribuer le 0,04 au 15 000 moins x. Alors quand je le distribue, eh bien 4% de 15 000, ça me donne 600. Et puis, bah, j'ai le 0,04 qui vient tout simplement se distribuer au x tout seul, hein. Et ceci est toujours équivalent à 750, puisque je n'ai pas modifié fondamentalement un des deux membres, les deux membres de mon équation. Alors, si je décide de isoler x dans cette équation, je vais le faire d'abord avec une petite étape, puis finalement complètement. Alors, 0,07x moins 0,04x, ça me donne tout simplement 0,03x, ou 3 centièmes de x. Et puis, je soustrais 600 de part et d'autre, et j'obtiens tout simplement 150. Ensuite, bah, j'isole x complètement. Alors moi, je préfère le calcul fractionnaire. Donc, en réalité, je vais devoir multiplier par centières hein, pour réussir à annuler le 0,03 du côté de x. Et donc, je vais avoir 150 multiplié par centières. 150 divisé par 3, ça me donne 50. Et 50 multiplié par 100, ça me donne 5000. Donc je connais maintenant le montant placé sur le premier compte. C'était aussi la solution qu'on me demandait. Donc je vais pouvoir cocher la réponse A.
La septième question concernait le chapitre de dérivés, mais uniquement sur base de graphes. Alors, on nous fournissait un certain graphe et on nous demandait de retrouver parmi les quatre propositions la proposition qui correspondait correctement à une dérivée ou à la dérivée de la fonction f. Alors, pour ce faire, moi je vais simplement réussir déjà à traduire les informations pertinentes que je vais retrouver sur le graphe initial, donc le graphe de l'énoncé. Pour ça, je vais essayer en fait d'utiliser tout simplement un tableau de variation, mais que je vais reprendre un petit peu dans le sens inhabituel, hein. Donc je vais partir en fait de la variation de la fonction de base pour retrouver comment devrait se comporter la dérivée qui permet d'avoir ce genre de variation. Alors, ma fonction f, elle possède différentes valeurs un petit peu intéressantes, et on va ici réussir à retrouver où est-ce qu'elle se situe. En fait, les valeurs qui vont m'intéresser, ce sont les valeurs des extrémas. D'accord? Donc, cette fonction f, elle possède un certain maximum, que je vais placer ici, puis elle trouve un minimum, elle, ensuite elle enchaîne sur un autre maximum en 0, hein, puis elle va réenchaîner sur un autre minimum, et finalement on voit apparaître encore un dernier maximum avant de perdre le fil de ce qui se passe. Entre-temps, on sait que, eh bien, à chaque fois, elle croît vers le maximum et elle décroît vers le minimum. Elle recroît vers le maximum, elle décroît vers le minimum, et ainsi de suite, hein. Alors, on peut essayer de retrouver aussi les endroits précis, hein, où elle se trouve. Donc ici, le maximum central, vous savez qu'il est évalué à peu près en 0. Ici, le minimum qu'on va retrouver à gauche, il est grosso modo un petit peu avant, un petit peu à droite, hein, de -20. On va dire, je vais prendre -18, mais c'est une valeur peu précise. Je vous rappelle que sur votre questionnaire ou sur le PDF, normalement, vous avez une valeur un peu plus précise. Donc ici, on a +18 à droite. Et de l'autre côté, on va être à peu près au niveau de... Alors si je reprends bien, je me dis que c'est pas très très clair en plus sur l'image que j'ai. Un peu plus au-delà de 30, donc on va dire -31 à gauche et 31 à droite. Voilà. Alors, si ma fonction f se comporte comme ceci, je dois donc avoir une dérivée, f', qui est positive, hein, pour que la fonction croît, puis nulle au niveau du maximum, négative, nulle au niveau du minimum, positive, nulle, négative, nulle, positive, nulle et négative. D'accord? Et donc pour ça, il faut que je réussisse à retrouver une fonction qui corresponde à ça. Alors déjà, je remarque que j'ai repéré 5 extrémas sur ma fonction initiale, donc j'ai repéré 5 racines sur la dérivée en question. Alors la première fonction possède bien 5 racines, la proposition A. La B en possède aussi une, 2, 3, 4, 5. Elle en possède 6, donc ici j'ai déjà un doute par rapport à la B. Alors la C en possède une, 2, 3, 4, 5. Et la D en possède une, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc j'ai déjà envie de retirer la B. Et qu'est-ce qui me confirme une deuxième fois que la B est de toute façon pas possible? Eh bien, c'est qu'en 0, je suis supposé trouver une racine pour la fonction f'. On constate assez facilement qu'en 0 ici, la proposition B n'est pas du tout nulle. Donc la B est à exclure. Ensuite, je dois avoir une fonction qui est croissante, puis décroissante, enfin, dérivée qui est positive, puis négative, puis positive, puis négative. D'accord? Or, si je reprends la proposition A, on a bien quelque chose de positif, puis négatif, puis positif, avant 0, et puis après 0, négatif, positif, puis négatif. Donc exactement comme me proposait ici le tableau de variation que j'ai fait sur base de l'énoncé. En C, on a négatif, positif, négatif, donc c'est tout à fait l'opposé de ce que je recherchais. Je peux donc exclure la proposition C. Et finalement, en D, j'ai une fonction qui est positive, négative, positive avant 0, et puis négative, positive et négative après 0. Donc, elle est aussi correcte par rapport à ce que j'avais représenté dans mon tableau de variation. Par contre, qu'est-ce que je constate? Eh bien, c'est que l'échelle au niveau de l'axe d'abscisse de la proposition A et l'échelle au niveau de l'axe d'abscisse de la proposition D n'est pas la même, mais l'allure du graphe est identique. C'est pour ça que les valeurs que j'ai reprises ici au-dessus sont importantes à repérer. Or, quand je repère un petit peu les différentes valeurs de la proposition D, je me rends compte qu'elles ne correspondent pas aux valeurs que j'ai réussi à identifier sur l'énoncé. Et donc, je vais pouvoir exclure la proposition D et cocher la réponse A. Le huitième exercice me proposait un autre petit problème mathématique avec un énoncé cette fois beaucoup moins long.
On nous parlait d'un corps de 75 grammes composé à 16% de matériaux radioactifs. Et on nous précisait que la demi-vie de ce matériau était de 4 ans. On nous demandait après combien d'années le corps serait composé de 98% de matériaux stables. Alors là, je ne vous fais pas de cours de chimie, mais vous devez vous rappeler que la demi-vie correspond en fait au temps pour que la moitié de la masse des noyaux radioactifs se désintègre. Et donc, si nous avons un matériau qui est composé à 98% de matériaux stables, c'est donc que le pourcentage radioactif final est de 2%. Et initialement, nous avions un pourcentage de matériaux actifs de 16%. D'accord? Et donc, pour savoir combien de fois est-ce qu'on a divisé par 2 pour arriver jusqu'à 2%, eh bien, en réalité, bon, vous pouvez le faire un petit peu de tête, hein, c'est pas très compliqué. Vous savez que si vous divisez une fois par 2, ben, au bout de 4 ans, vous aurez 8% de matériaux radioactifs. Et puis, si vous divisez encore une fois par 2, vous aurez 4% de matériaux radioactifs. Donc, à chaque fois, ici, d'une étape à l'autre, je divise par 2. Ici, je divise par 2. Et ensuite, je divise par 2. Donc, ce qui est important, c'est le nombre de fois que j'ai effectué cette division, puisqu'à chaque fois qu'une division complète est effectuée, c'est qu'il y a eu un laps de temps d'une demi-vie complète. D'accord? Si j'ai divisé 3 fois par 2, c'est donc que j'ai eu 3 fois la durée d'une demi-vie. Si la durée d'une demi-vie est de 4 ans, eh bien, l'intervalle de temps total correspondra à 3 fois 4 ans, donc 12 années. C'est donc la réponse B. La question 9 était une question d'algèbre. On nous demandait de considérer un nombre réel A strictement inférieur à -1, et ensuite une expression, et trouver quelle proposition correspondait à l'expression qui nous a été donnée. Alors ici, je veux d'abord vous proposer une méthode de résolution un peu subtile, que peut-être peu d'étudiants ont remarqué, et qui pourtant vous permettait de résoudre l'exercice très rapidement. Eh bien, nous avons une expression de forme racine d'un certain nombre plus la racine d'un autre nombre, et donc on sait que par essence, la somme de deux racines est d'office positive. D'accord? Mais lorsque j'observe la condition qui nous dit que A doit être strictement inférieur à -1 et les différentes propositions, eh bien, j'observe assez facilement que les propositions A, B et C ne peuvent pas correspondre en fait à l'énoncé. Pourquoi? Eh bien parce que 2A est d'office strictement plus petit que -2, et quelque chose de plus petit que -2, même si on rajoute 1, on va rester sur une valeur qui est négative. D'accord? Alors ici, eh bien, la B, on a la racine carrée d'un nombre négatif, donc on sait que ceci appartient au nombre complexe. Or, ici, ça ne fait pas partie du programme hein, pour ce genre de concours. Et finalement, A étant un nombre lui-même négatif, eh bien, il est à exclure aussi des propositions. Donc, la seule proposition ici acceptable, c'est la proposition -3A moins 2. Pourquoi? Parce que -3A est d'office, donc 3A est d'office strictement plus petit que -3. Et donc, si je prends l'opposé d'un nombre plus petit que -3, j'obtiens un nombre plus grand que 3. Et si j'ai un nombre plus grand que 3 auquel je retire 2, je reste sur une valeur positive. C'est l'unique valeur plausible. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de remarquer ce détail, pas de souci, il y a moyen de résoudre de manière algébrique cet énoncé. D'accord? Alors, la première chose que je vais faire, c'est simplifier donc le carré et la racine carrée, mais je garde en tête que ceci se fait surtout à l'aide d'une valeur absolue. Et donc, je vais retomber sur l'expression suivante. Alors, la valeur absolue de 2a carré moins a moins 1 divisé par 1 moins a, auquel j'additionne la valeur absolue de a carré moins a moins 2 divisé par a moins 2. Ok? Lorsque vous avez une forme comme celle-ci, je vous recommande grandement de factoriser ce que vous pouvez factoriser. Et vous avez sur chacun des numérateurs un polynôme du second degré. Et donc, pour réussir à les factoriser, il va simplement falloir calculer leurs racines et utiliser la forme factorisée d'un polynôme. D'accord? Lorsque j'ai fait ceci, alors je vous épargne le calcul des différentes racines puisque ce sont des polynômes du second degré relativement peu complexes, mais vous allez retomber sur l'expression suivante.
Donc pour le premier numérateur, vous allez retomber sur 2a plus 1 multiplié par a moins 1. D'accord? Ici, je n'ai fait que factoriser le numérateur. Donc je vais réécrire tout ce que j'avais initialement. Donc 1 moins a. Et surtout, je n'oublie pas la valeur absolue. Je n'ai pas encore traité la valeur absolue, donc je ne peux pas la retirer. Pour ma deuxième fraction, eh bien, je vais retomber sur a moins 2 multiplié par a plus 1 et le tout divisé par a moins 2. D'accord? Alors ici, je vais pouvoir faire des simplifications puisque j'ai un produit au numérateur. Et donc ces différentes simplifications, eh bien, ça va simplement être numérateur et diviseur hein, qui vont être simplifiés. Alors, dans le membre de gauche, je vais avoir a moins 1 divisé par 1 moins a. Donc, quand vous avez une forme comme celle-ci, il suffit simplement de dire qu'en simplifiant, on va obtenir moins 1. Et donc, ce moins 1, si je le distribue dans ce que j'ai ici de base, donc le 2a plus 1, je vais simplement avoir la valeur absolue de moins 2a moins 1. Ensuite, à droite, a-2 divisé par a-2, bah, ça va me donner 1. Et donc, je vais tout simplement pouvoir recopier valeur absolue de a plus 1. OK? Alors maintenant, je vais me poser la question, pour pouvoir retirer cette valeur absolue, est-ce que l'argument de cette valeur absolue est positif ou négatif? Et pour ça, je me rappelle qu'ils nous ont donné une condition sur le paramètre a. A est strictement plus petit que moins 1. Ce qui veut donc dire que 2a est strictement plus petit que moins 2. Et si je prends l'opposé de moins 2, j'obtiens 2. Donc j'obtiens un nombre strictement plus grand que 2, auquel je retire 1, ça me reste positif, et donc je vais tout simplement pouvoir retirer la valeur absolue, et donc conserver simplement des parenthèses, hein. Donc je vais obtenir moins 2a moins 1, puisque je sais que moins 2a moins 1 est positif, à cause de la condition posée sur a. Par contre, a plus 1, sachant que a est strictement plus petit que moins 1, c'est négatif. Et donc pour en tenir compte, je dois reprendre l'opposé de l'argument, puisque c'est ce que la valeur absolue impose, hein, et donc je vais obtenir moins a plus 1. Maintenant, si je développe encore l'expression que j'ai ici, eh bien qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir moins 2a moins 1, moins a, moins 1. Et donc au total, j'obtiens bien comme je l'avais anticipé, moins 3a, moins 2, et je peux recocher la réponse D, avec cette fois-ci plus aucun doute. Le dernier exercice de maths était un exercice de trigonométrie. On nous rappelait que le cosinus de 30 degrés valait bien racine de 3 sur 2, et on nous demandait de trouver l'expression du cosinus de 15 degrés. Alors ici, le fait qu'on nous rappelle que le cosinus de 30 degrés valent racine de 3 sur 2, c'était surtout pour nous mettre la puce à l'oreille qu'il fallait utiliser ce cosinus pour retrouver le cosinus de 15 degrés. En réalité, l'idée derrière cet indice était de retrouver en fait que 30 degrés, c'est bien le double de 15 degrés, et donc que le cosinus de 30 degrés était tout simplement égal au cosinus carré de 15 degrés moins le sinus au carré de 15 degrés. Et oui, donc simplement le cosinus de 2 alpha vaut bien le cosinus carré d'alpha moins le sinus carré d'alpha. D'accord? Si on poursuit un petit peu la manipulation de cette expression pour réussir à arriver à une valeur finale qui permet d'isoler le cosinus de 15 degrés, eh bien, on conserve ici le cosinus de 30 degrés. On conserve aussi le cosinus carré de 15 degrés, mais on va réexprimer le sinus carré de 15 degrés à l'aide de la relation fondamentale en trigonométrie, tout simplement 1 moins le cosinus carré de 15 degrés. En faisant un petit peu d'isolement, donc ici du cosinus de 15 degrés, on va retomber ici à un moment à 2 cosinus de 15 degrés, 2 cosinus carré de 15 degrés, qui doit être égal au cosinus de 30 degrés plus 1. Et puis finalement, en isolant complètement le cosinus de 15 degrés, on va retomber sur le cosinus de 15 degrés étant équivalent au cosinus de 30 degrés, auquel je rajoute 1, on divise le tout par 2,
et on n'oublie pas de prendre la racine carrée. Alors si maintenant je remplace le cosinus de 30 degrés par racine de 3 sur 2, en réalité, on va obtenir racine de 3 sur 2 plus 1, ce qui me donne en réalité racine de 3 plus 2 sur 2 au total. Et comme c'est aussi divisé par 2, ça va revenir à diviser par 4. Et quand je prends la racine totale, ça me donne ceci. D'accord? Alors pour retomber sur l'expression qui est donnée dans l'énoncé et qui correspond à la réponse de l'exercice, eh bien on va simplement appliquer la racine carrée sur le dénominateur et le numérateur de manière séparée. Et donc on va obtenir cosinus de 15 degrés qui est égal à la racine de 3 plus 2, le tout divisé par 2. Et donc ça donne bien la réponse D. La première question de physique concernait la notion de travail d'une force. On nous demandait de calculer le travail nécessaire pour étirer un ressort sur une distance de 12 cm. Alors la première étape était de se rappeler que la définition formelle d'un travail, c'est donc bien l'intégrale du produit scalaire de la force multiplié par le vecteur de déplacement du point d'application. D'accord? Alors ici, si on se rappelle qu'une intégrale en mathématiques, ça correspond tout simplement à l'aire sous la courbe, eh bien, nous avons un graphe force en fonction de la distance, donc force déplacement, et il nous suffisait de calculer l'aire de ce triangle. Alors attention, il faut bien veiller à ce que les unités correspondent correctement. Et donc, sur un déplacement de 12 cm en mètres, ça me donne 0,12. La force finale, c'est bien 6 newtons, donc c'est aussi la hauteur de mon triangle. Et je n'oublie pas de diviser par 2, puisque c'est un triangle et pas un rectangle. Et donc ceci me donne 0,36 joules. Ce qui correspond donc à la réponse A. Le deuxième exercice nous demandait la durée maximale du décollage d'un F-16 sur un porte-avions de 260 mètres de long, avec une vitesse de décollage minimale de 100 mètres par seconde. Alors c'est un exercice de cinématique et qu'on va pouvoir résoudre à l'aide d'un petit système. D'accord? On sait que la distance parcourue pendant l'accélération de mon F-16 est de, au maximum, 260 mètres. Donc, nous allons avoir 260 mètres. Et puis, c'est une distance de décollage, donc la vitesse initiale vaut 0, et on a bien une accélération. Donc, ceci correspond à simplement A fois t au carré divisé par 2. Ensuite, on sait que la vitesse finale correspond à 100 mètres par seconde. Alors, je veille bien à dire que c'est une vitesse finale et pas une vitesse moyenne. Ça, c'est un amalgame que les étudiants font régulièrement. Et donc, ces 100 mètres par seconde, eh bien, ils seront obtenus après une accélération de t secondes et de a mètres par seconde carré. Donc on a du a fois t, puisque c'est un décollage, on part évidemment d'une vitesse nulle. Et donc, une fois qu'on a réussi à poser ce système-ci, eh bien on peut tout simplement substituer a fois t dans la première équation par 100. Ce qui va nous donner quoi? Eh bien, ce qui va nous donner 260, qui est égal à 100 fois t sur 2, ou simplement 50t, ou peu importe comment ce que vous l'exprimez. Et donc, vous isolez t dans l'expression suivante, vous allez obtenir t qui est égal à 2 fois 260, d'accord? 2 fois 260 divisé par 100. Alors 2 fois 260, ça normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc vous avez 520 que vous devez diviser par 100, et donc vous obtenez 5,2 secondes, ce qui correspond à la réponse B. La troisième question concernait le champ magnétique émis par un courant électrique. Alors, on nous donnait la valeur d'un champ magnétique situé au point M, donc à mi-distance entre mes deux câbles électriques, et on nous demandait de calculer la norme d'un champ magnétique situé au point P, donc à droite du courant I2 à une certaine distance D. Alors, deux choses étaient nécessaires pour réussir à résoudre cet exercice. La première, eh bien, c'était la formule du champ magnétique généré par un courant, qui nous donne la norme de ce champ magnétique. Donc, cette norme, elle est calculée en faisant mu0 multiplié par le courant en question divisé par 2pi multiplié par la distance par rapport à ce courant. Donc ça, c'était la première façon, le premier élément, pardon, pour réussir à résoudre l'exercice.
Et ensuite, il fallait utiliser une règle pour vous permettre de trouver l'orientation de ce champ magnétique, par exemple la règle du tire-bouchon, et réussir à replacer les différents champs magnétiques au niveau des points M et des points P. Alors, en utilisant correctement cette règle du tire-bouchon, eh bien, on constate que au niveau du point M, le champ magnétique généré par le courant I1, que je vais redessiner ici comme étant B1, il est vertical vers le haut. Et pour le champ magnétique généré par le champ B2, au niveau du point M, il est aussi vertical vers le haut. Donc nous avions deux champs magnétiques dans la même direction et dans le même sens. Ce qui fait que le champ magnétique total qu'on a mesuré ici au point M, c'est tout simplement la somme des deux normes B1 et B2. D'accord? Puisque les courants sont identiques et que la distance par rapport au point M est la même pour les deux câbles, eh bien, on peut affirmer que au niveau du point M, chacun des champs vaut tout simplement 4,5 millitesla. Donc, ce que je vais noter, si vous voulez, B1M, c'est la norme de B1 au point M, et je vais noter aussi B2M, si vous voulez, hein, et elle vaut tout simplement 4,5 millitesla. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on observe la situation à partir du point P? Eh bien, au point P, il y a une certaine modification qui va être non négligeable. Pour le courant, pour le champ, pardon, le champ magnétique P2, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est que le sens est tout à fait différent du point M. D'accord? Donc, au point P, le champ magnétique B2, lui, il est orienté verticalement vers le bas. Et normalement, vous pouvez toujours retrouver ceci grâce à la règle que vous avez utilisée pour orienter les champs magnétiques au point M. Par contre, le courant I2, lui, n'a pas changé, et la distance par rapport au courant I2 n'a pas changé non plus, on est toujours à une certaine distance D. Le champ généré par le courant I1, par contre, au point P, lui, il sera toujours vertical vers le haut. Mais ce qui va être modifié, c'est la distance par rapport au courant I1. Et cette distance, on sait qu'elle est déterminante pour la valeur de la norme de ce champ B1. D'accord? Et donc, au point P, la norme du champ B1, elle a varié. Alors, pour retrouver la variation exacte, il faut que je constate la variation de distance. J'étais à une distance D de I1 lorsque j'étais au point M, et cette fois-ci, cette distance a triplé. Or, si je réobserve ma fonction qui me permet de décrire le champ magnétique en fonction de la distance par rapport au courant, eh bien, on constate que c'est inversement proportionnel. Et donc, si je triple la distance, eh bien, je vais diviser par 3 le champ magnétique généré par mon courant au niveau du point P. Et donc, je vais pouvoir noter que B1P, donc le champ magnétique généré par le courant I1 en P, il vaut 1 tiers de B1M, donc il vaut 1,5 millitesla. D'accord? Et B2P, lui, n'a pas changé par rapport à B2M, il vaut toujours 4,5 millitesla. Par contre, il faut tenir compte du fait que ces deux champs, maintenant, ils sont opposés l'un à l'autre. C'était la dernière subtilité qu'il ne fallait pas rater. Et donc, pour trouver le champ résultant total, il va falloir soustraire les normes. Et 4,5 moins 1,5, ça me donne bien une norme totale de 3 millitesla pour le champ au niveau du point P. Dans la question 4, on nous parlait d'une masse posée sur une étagère qui était elle-même accrochée au mur à l'aide d'un certain fil, d'un certain câble. D'accord? Et on nous demandait de calculer la masse en question, sachant qu'elle se trouvait au milieu de l'étagère et que la tension dans le câble était de 57 newtons. Alors ici, c'est un exercice en réalité de moment de force. Il faut que le moment généré par le poids de la masse M soit compensé par le moment généré par la tension P. Alors, le vecteur poids de la masse M, on peut le représenter ici comme étant donc, vertical vers le bas. Petite seconde. Hop. Voilà. Donc, on a ce poids qu'on peut nommer P. Et puis, il y a la tension qui est aussi donc à prendre en compte dans mon calcul de moment de force. Alors, l'axe de rotation ici, ce sera évidemment l'attache par rapport au mur. Donc, on va pouvoir trouver l'axe de rotation ici. Et donc, les distances, eh bien, elles vont être calculées par rapport à ce mur. Donc, on a une distance L demi pour le poids de la masse M.
et on a une distance L totale, hein, donc la longueur de l'étagère, pour le point d'application de la tension au niveau de l'étagère. D'accord? On ne considère pas le poids de l'étagère, puisqu'on nous dit que la masse de l'étagère est négligée. Alors, ces deux moments de force s'opposent l'un à l'autre, donc pour que l'étagère reste statique, il faut simplement qu'ils aient la même norme. Donc, je vais pouvoir écrire l'équation m fois g, qui est donc la norme du vecteur p, hein, que j'ai dessiné ici en dessous, multiplié par L demi, donc la distance par rapport à l'axe de rotation. Ça, c'est la norme du moment de force généré par le poids de la masse m. Eh bien, ça doit être égal à T fois L fois sinus de 30 degrés. D'accord? Je vous rappelle que c'est un produit vectoriel pour un moment de force, et donc c'est bien le sinus de 30 degrés qu'il faut prendre, et pas le cosinus de 30 degrés. D'accord? Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que ici, sinus de 30 degrés, ça fait 1 demi. Donc, L sinus de 30, ça fait L demi, et donc on va pouvoir en réalité simplifier les facteurs L demi. Et maintenant, ce que je cherche, c'est tout simplement la masse grand M. Et donc, grand M va valoir T sur G. Alors, T est donné dans l'énoncé, hein, c'est 57 newtons, et G sera toujours résumé à 10 mètres par seconde carré pour un concours comme celui de Clarès. Et donc, vous allez avoir 57 divisé par 10, autrement dit 5,7 kg. Et ça correspond à la réponse B. La cinquième question de physique se basait encore une fois sur un graphique. Alors, la première chose à regarder, c'est quelles sont les données qui sont représentées sur le graphique. On constate qu'on a un graphe de l'accélération en fonction du temps, donc on imagine d'un certain mobile. Et on me dit que le mobile part au repos. Donc on sait que sa vitesse initiale est de 0 mètre par seconde. Et on nous demande de trouver la vitesse finale de ce corps. Mais il faut se rappeler aussi que la vitesse, c'est tout simplement l'intégrale de l'accélération d'un corps. Et mathématiquement, une intégrale sur un graphe, on va l'observer par rapport à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc cette fameuse vitesse finale ici, elle va tout simplement correspondre à la vitesse initiale, qui est donc de 0, plus les aires qu'on va retrouver ici. Le premier trapèze, hein, donc de base, et puis finalement le triangle qu'on va réussir à former ici, jusque à la fin de ce mouvement. D'accord? Alors, le premier trapèze, on a un trapèze avec une petite base de 2, une grande base de 4, une petite base plus grande base, fois la hauteur qui est donc de 2 mètres par seconde carré, divisé par 2. D'accord? Et puis finalement, on a le triangle ici, qui a donc une base de 2, une hauteur de 4, et n'oubliez pas qu'il faut encore une fois diviser par 2. Donc ça me donne tout simplement une vitesse finale de 10 mètres par seconde. Alors, c'est un graphe qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'avoir, hein, un graphe de l'accélération en fonction du temps, mais il ne faut pas oublier les relations mathématiques qui relient l'accélération, la vitesse et la position d'un mobile. La sixième question était une question d'analyse dimensionnelle, dans laquelle on demandait de retrouver les unités de la constante μ0, qui correspond à la perméabilité magnétique du vide. D'accord? C'est un concept qui est souvent un petit peu négligé par les étudiants, mais qui pourtant est fondamental si on veut s'assurer de la véracité de nos formules. Alors, deuxième élément qui pouvait pousser un petit peu à se tromper, c'est qu'il fallait trouver l'unique proposition qui ne pouvait pas convenir à μ0. D'accord? Alors, pour les plus habiles d'entre vous, vous avez remarqué que si la B était fausse, fatalement, la D était potentiellement vraie. En fait, c'est plutôt l'inverse, hein. Si la B était vraie, fatalement, la D était fausse. Et inversement, si la D était vraie, alors obligatoirement, la B était fausse. Donc on savait que la réponse à cocher se situait entre la B ou la D. D'accord? Une autre manière d'y arriver, c'est de retrouver les équivalences entre les différentes propositions. Et on peut constater en réalité que la proposition A met en évidence des kilogrammes fois des mètres. Alors je passe pour l'instant le ampère exposant -2. Donc des kilogrammes fois des mètres fois des secondes exposant -2, ça me donne bien des newtons qu'on peut retrouver grâce à la deuxième loi de Newton. Et donc la A, on sait qu'elle va être équivalente à des newtons multipliés par des ampères exposant -2, ce qui est donc la même chose que B. Et donc indirectement, on vient de prouver que la A et la B étant identiques, elles sont toutes les deux valables pour μ0. Et donc fatalement, la mauvaise réponse, donc la réponse à cocher, était en fait la D. D'accord?
Mais bon, pour ceux qui veulent se convaincre un petit peu différemment, il va falloir réutiliser l'expression du champ magnétique généré par un courant. Donc cette expression, je vous rappelle, elle nous disait que ce champ magnétique était égal à mu0 multiplié par ce courant divisé par 2pi fois une certaine distance d. Alors en isolant mu0 dans cette expression, eh bien on va retrouver donc b multiplié par 2pi fois d divisé par i, d'accord? Alors si on s'intéresse en réalité aux unités de chacune des variables ici, eh bien le champ magnétique c'est des Tesla, d'accord? 2pi c'est une constante mathématique, il n'y a donc pas d'unité. La distance d ce sont des mètres, et le courant il est en ampères, d'accord? Mais puisqu'il n'y a aucune expression qui fait apparaître des Tesla, il va falloir que je décompose le Tesla en d'autres unités. Et pour ça, je vais utiliser une autre formule mathématique, qui est donc la formule de Laplace. La force de Laplace, elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit que la norme de cette force, elle vaut tout simplement le champ magnétique multiplié par le courant électrique, multiplié par une certaine longueur, et fois, donc en fait, un sinus d'un angle, hein, mais ce sinus n'a pas d'unité. D'accord? Ici, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais isoler le champ magnétique. Comme ça, je vais réussir à avoir les Tesla exprimés en fonction d'autres unités. Donc je vais avoir mon champ magnétique qui est égal à quoi? Eh bien, qui est égal à ma force divisé par un courant fois une longueur fois le sinus de cet angle alpha. Autrement dit, des newtons divisé par des ampères fois des mètres. D'accord? Donc si maintenant je substitue le Tesla par newton divisé par des ampères fois des mètres, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir donc les unités de mu0, que je vais reprendre comme ceci, hein. Alors je mets une égalité, mais en sortant, eh bien, c'est un Tesla, donc un newton divisé par un ampère fois un mètre, multiplié par un mètre divisé par un ampère. Donc, les mètres se simplifient, on obtient bien un newton divisé par un ampère carré, autrement dit, multiplié par un ampère exposant -2. Et ça correspond bien à la B. C'est donc bien, d'office, une preuve que la proposition D est fausse. La septième question concernait deux corps en mouvement oscillatoire harmonique. On nous parlait d'un premier corps et d'un second corps, et on décrivait leur amplitude et leur période par rapport à l'un et à l'autre. Donc le premier corps avait une certaine amplitude et une certaine période, et le second corps avait une amplitude double. Ah non, c'était le premier corps, pardon, qui avait une amplitude double et une période double de celle du second corps. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que T1, donc la période du premier corps, est égale à 2T2, et on sait que A1, donc l'amplitude du premier corps, est égale à 2A2. D'accord? Et on nous demandait de trouver le rapport de leur vitesse maximale. Alors, pour ça, il faut d'abord réussir à trouver l'expression d'une vitesse maximale d'un corps en mouvement oscillatoire harmonique. Pour ça, je vais partir de la position d'un corps en mouvement oscillatoire harmonique, donc x de t, et cette position, elle est exprimée par la fonction suivante, donc a sinus de oméga, hein, vous vous rappelez la pulsation ou la vitesse angulaire, multiplié par le temps plus une certaine phase. D'accord? Pour retrouver la vitesse, il va falloir dériver cette expression. Donc, la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus, mais rappelez-vous que c'est une fonction composée, donc le oméga va réapparaître aussi. Et donc, on va avoir oméga multiplié par a, multiplié par le cosinus de oméga t plus phi. D'accord? Alors maintenant, l'ensemble image de la fonction cosinus, il est borné, et sa borne maximale vaut 1. Donc on peut en déduire que la vitesse maximale d'un corps en mouvement oscillatoire harmonique, c'est tout simplement oméga fois a fois 1, donc oméga fois a. Et oméga, si je le décompose, c'est tout simplement 2pi divisé par ma période, donc je n'oublie pas le facteur amplitude, donc fois a. D'accord? Ce qui veut donc dire que ce que je cherche, hein, ce fameux rapport que je cherche, qui est donc V2 max divisé par V1 max, correspond tout simplement au rapport de chacune de ces expressions de Vmax quand je remplace par les données de l'énoncé. Alors V2 max,
Eh bien, ça va donner quoi? Ça va donner tout simplement 2pi divisé par T2 multiplié par A2. D'accord? Et puis V1 max, eh bien c'est 2pi divisé par T1. Mais alors pour simplifier, ben, je vais simplement dire que T1 vaut le double de T2. Donc divisé par 2T2 multiplié par A1. Mais rappelez-vous que A1 vaut tout simplement le double de A2. Et donc qu'est-ce que je constate? Je vais avoir multiplié par 2A2. Alors le facteur 2 que j'ai ici au dénominateur et le facteur 2 que j'ai ici à droite peuvent se simplifier. Et donc je constate que j'ai une fraction où j'ai au numérateur 2pi A2 sur T2 et au dénominateur 2pi A2 sur T2. Donc quand on a le même dénominateur et numérateur, on sait que cette fraction vaut tout simplement 1. Et donc ça correspond à la réponse B. La huitième question concernait le concept de réfraction. D'accord? Et plus précisément, un cas particulier, c'est lorsque nous avons une réflexion totale, donc la lumière ne passe pas du tout dans le second milieu. Lorsque nous avons une réflexion totale, il y a une expression qui n'est pas très difficile à obtenir, qui nous permet de calculer l'angle limite à partir duquel la réflexion totale s'opère. C'est d'ailleurs ce que nous cherchions. Cette expression, elle est calculée comme ceci. Elle nous dit que θ limite, donc l'angle limite, correspond à quoi? Correspond à l'arc sinus. Alors pourquoi sinus? Ben ça fait tout à fait référence à la relation de Snell-Descartes, hein, que vous avez normalement dû étudier. Donc c'est l'arc sinus de l'indice de réfraction du second milieu divisé par l'indice de réfraction du premier milieu. D'accord? Or ici, on nous demande bien l'angle limite qui passe du diamant à l'air. D'accord? Donc dans cet exercice-ci, le second milieu est l'air et le premier milieu est le diamant. Et donc, on va simplement remplacer les indices de réfraction par les valeurs de l'énoncé, et on va retomber à arc sinus de 1 sur 2,42. D'accord? Alors, pour ceux qui avaient un petit doute et qui n'avaient pas cette formule en tête, il y avait quand même différents éléments pour s'en sortir. Soit de la relation de l'écart de base, et vous remplaciez dans le cas d'une réflexion totale, mais de toute façon, vous alliez retirer les arcs cosinus, puisqu'ils n'ont rien à faire en réfraction. On travaille bien avec des sinus. Donc vous pouvez éliminer la C et la D. Et puis finalement, lorsque vous avez la proposition A et B, eh bien, vous pouvez tout de suite éliminer la proposition B, puisque la fonction arcsinus possède un domaine de définition qui est compris entre -1 et 1. Donc vous n'allez pas trouver d'image pour l'arcsinus de 2,42. Et donc la réponse B est elle-même absurde, et donc vous allez pouvoir cocher la seule et unique proposition A. La question 9 concernait les circuits électriques. On nous parlait d'un circuit dans lequel se trouvait une source de tension qui délivrait une tension U, ainsi que trois résistances qu'on nous précisait comme étant identiques. D'accord? Et ensuite, on s'intéressait plus précisément à la résistance R2 et on demandait comment variait la puissance dissipée par la résistance R2 lors de la fermeture de l'interrupteur qui est situé ici en dessous de R3. Alors que se passe-t-il? Lorsque l'interrupteur se ferme, ce qui est important de comprendre, eh bien, c'est que ce court-circuit, qui est placé ici en parallèle de R3, en fait, va faire disparaître R3 aux yeux de mon circuit. D'accord? Puisque l'intégralité du courant va passer par l'interrupteur et non plus par la résistance R3. Et donc, si on se permet de faire de petits schémas équivalents à la situation initiale, on va donc retrouver une source de tension qui était initialement mise en parallèle à une résistance R1. Et alors je change un petit peu hein, la géométrie du dessin, mais pas du tout du circuit. Et donc on va ici retrouver la résistance R2 et R3 en série. Et donc je vais retrouver un circuit comme ceci, à peu près. Hein. Hop. Voilà. Et donc, ensuite, on va avoir une disposition comme celle-ci. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que ici, j'ai une résistance totale dans la première branche qui est de R ohm et une résistance totale dans la seconde branche qui est de 2 R ohm. D'accord? Donc, puisque j'ai la même tension au bord de ces branches, d'accord, qui est assurée par le générateur de tension, eh bien, je peux affirmer que le courant qui passe dans la première branche est 2 fois plus grand que le courant qui passe dans la deuxième branche. D'accord? Eh bien, du coup, je sais que
ici, admettons que j'ai un certain courant I qui passe dans la première branche, on va l'indiquer ici. Je sais par la loi d'Ohm que j'ai ici un courant de I demi, d'accord? Puisque je vous rappelle qu'on a les mêmes tensions, hein, donc on a bien U qui est égal à R fois I, d'accord? Et puis, bah, pour la branche juste à droite, on a aussi une tension U, mais la résistance, c'est 2R, et donc je vais multiplier par I demi pour conserver l'égalité. D'accord? Donc, ici, la puissance qui est dissipée par la résistance R2, qui se situe sur la branche tout à droite, et bien cette puissance, on peut la calculer comme ceci, hein. On peut dire que P est égal à R fois I carré. Alors le I qui traverse ici, c'est I demi, hein. Donc on peut avoir P qui est égal à R fois I demi au carré, ou, d'autre manière de l'écrire, ce serait RI carré sur 4. D'accord? Maintenant, lorsque l'interrupteur se referme, eh bien, mon circuit il va être modifié, hein, puisque la résistance R3 disparaît aux yeux du circuit. Et donc là, je vais retrouver tout simplement une résistance R et une résistance R sur chacune des branches. Ok? Donc, je peux dessiner rapidement le câble. Voilà. Hop, hop. Voici. Et donc, du coup, là, on a vraiment deux branches identiques et qui sont toutes les deux traversées par un courant I qu'on avait déjà réussi à exprimer dans le cas précédent. Ici, il n'y a plus qu'une résistance R, donc ce courant, il va aussi s'adapter, il va doubler en fait, hein, dans la branche à droite. Donc cette résistance R2 sera aussi traversée par un courant I. Donc ma nouvelle puissance, que je pourrais appeler P', hein, eh bien elle vaut quoi? Elle vaut R fois, non plus I demi, mais I tout simplement au carré. D'accord? Et donc elle vaut RI carré. Et quel est le rapport entre RI carré sur 4 et RI carré? Ben, c'est un rapport de fois 4. Et donc ma puissance, elle a bien quadruplé. La dernière question était une question de dynamique. On nous demandait de calculer la masse volumique que doit avoir un sous-marin pour remonter vers la surface avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Et on nous rappelle que la masse volumique de l'eau considérée dans l'exercice est de 1000 kg par mètre cube. Alors pour ça, moi je vous propose de faire simplement un rapide schéma. On va considérer que ceci est mon sous-marin. Ce sous-marin, il est soumis à uniquement deux forces. Il va y avoir son poids et il va y avoir la poussée d'Archimède, hein, donc cette poussée qu'on va appeler F tout simplement. D'accord? Alors, on nous dit que ce sous-marin remonte avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré. C'est donc que la somme des forces appliquées sur ce corps respecte bien la seconde loi de Newton. On va avoir du coup la norme de F, à laquelle on soustrait la norme de P, puisque ces deux forces sont opposées l'une à l'autre, pardon, qui doit être égale à la masse du sous-marin, que je vais appeler ms, multiplié par 2, qui est donc l'accélération résultante. Ok? Et je vais simplement utiliser cette expression-ci pour faire apparaître la masse volumique de mon sous-marin. Alors, la force d'Archimède ici, c'est tout simplement la masse volumique du liquide dans lequel est immergé mon sous-marin, donc c'est le ρ de l'eau, multiplié par le volume du sous-marin, puisque c'est le volume qui a été déplacé, hein, de ce liquide, donc volume du sous-marin, multiplié par G. Donc la poussée d'Archimède, je vous rappelle qu'elle fait bien partie du programme, auquel je soustrais le poids. Le poids de ce sous-marin, c'est la masse du sous-marin fois G, d'accord? Mais cette masse du sous-marin, on peut aussi exprimer comme étant la masse volumique du sous-marin multipliée par le volume du sous-marin. Si je fais fois G, j'obtiens bien le poids de ce sous-marin. Et le tout étant égal à la masse du sous-marin, et je vais utiliser la même manière de l'exprimer que ce que je viens de faire, le tout fois 2. Donc j'ai simplement réécrit l'expression juste au-dessus en détaillant chacune des normes des forces, hein. Alors déjà, je constate que j'ai le volume du sous-marin qui est commun à absolument tous les termes, donc je vais pouvoir le simplifier. Et puis je vais isoler le ρs, hein, donc la masse volumique de mon sous-marin. Je vais avoir la masse volumique de l'eau, ρe fois g, qui doit être égale à 12 fois la masse volumique du sous-marin. D'accord? En isolant ici ce ρs, hop, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, eh bien,
10 douzièmes, hein, puisque G sur 12, ça fait 10 douzièmes. Et la masse volumique de l'eau, c'était 1000, donc 2000. Alors ici, vous pouvez utiliser une méthode de calcul qui vous est propre, hein, d'accord? Mais vous allez retomber sur à peu près donc 833,33 kg par mètre cube. Je tiens aussi à préciser que la réponse C et la réponse D étaient absurdes, puisque pour que le sous-marin remonte vers la surface, il fallait que sa masse volumique soit inférieure à celle de l'eau. Donc vous pouviez de toute façon éliminer déjà la proposition C et la proposition D.